C'est une journée tranquille dans une petite ville américaine. Il fait chaud et il y a une légère brise. Un dimanche calme et ordinaire comme tant d'autres. Très peu de gens mettent leur réveil et la plupart dorment encore à 8 h du matin. C'est le genre de ville où tout le monde se connaît et se fait confiance. Après tout, il est toujours bon d'entretenir de bons rapports de voisinage. Alors que sa femme dort encore dans leur humble demeure, un retraité d'une 60aine d'années décide de bien commencer la journée. Une canne à pêche dans une main et une caisse contenant tout le nécessaire pour pêcher dans l'autre, il descend le long d'un talus verdoyant en direction de son lieu de pêche préféré, le long de la rivière du coin. Il a même préparé des sandwichs qu'il a soigneusement placés dans une vieille boîte en métal. La parfaite image du bonheur dans une petite ville. Cependant, quelque chose le coupe dans son élan. Quelque chose de grand et qui flotte dans l'eau. Il reste figé. Il aimerait croire qu'il s'agit simplement d'un morceau de bois ou d'un déchet que quelqu'un a jeté dans la rivière. Mais au fond de lui, il se doute bien que ce n'est pas le cas. Ce qui flotte dans l'eau est un cadavre humain. Peu de temps après, la police locale arrive sur les lieux et sort le corps de l'eau. Ce service de police est réduit et modeste, comme c'est très souvent le cas dans les endroits où il ne se passe jamais rien. Il n'y a pas eu de meurtre dans cette charmante petite ville depuis des années. Quand il retourne le corps, il n'est pas difficile de l'identifier. Le visage blême et détrempé d'un homme bien connu de la région les fixe de son regard sans vie. Les personnes présentes sur les lieux sont choquées. Cela faisait des années qu'il n'y avait pas eu de meurtre dans cette ville. Et le suspect numéro 1 de ce dernier homicide était précisément cet homme. Auparavant, il était mécanicien, mais tout a basculé lorsque sa femme a été retrouvée morte dans un champ, le visage fracassé par un objet contondant. Ce fut un crime cruel, le plus horrible que la ville ait jamais connu. Les journalistes ont afflué de tout l'État pour couvrir l'événement. Et c'est à ce moment-là que les mystères liés à ce tragique incident ont commencé à être dévoilés. Ce n'était un secret pour personne que cet homme et sa femme n'étaient pas en très bons termes. Il avait des liaisons avec des femmes 2 fois plus jeunes que lui. La rumeur disait que la femme en aurait eu assez d'être trahie et humiliée par son bon à rien de mari, coureur de jupons, et qu'elle comptait enfin rompre avec lui. Son infidélité étant connue de tous, elle aurait souhaité le faire payer au tribunal dans le cadre de la procédure de divorce. Et ce n'est pas longtemps après que ces rumeurs ont commencé à circuler qu'elle a été retrouvée morte. Très rapidement, les accusations ont fusé, la plupart d'entre elles, naturellement, en direction de l'homme. Il a pris un avocat et a nié toutes les accusations, mais aux yeux de l'opinion publique, il était déjà coupable. Ce fut d'ailleurs le seul tribunal, si je puis dire, où il fut condamné. En dépit des nombreuses preuves accablantes, elles n'ont pas suffi à le faire condamner pour le meurtre de sa femme. Il a été acquitté de tous les chefs d'accusation et est resté libre, mais sa réputation en ville en a pris un sérieux coup. Dans les années qui suivirent, il épousa l'une de ses très jeunes maîtresses, et cette histoire tomba dans les oubliettes. Le meurtre de sa femme restera à jamais non élucidé. Avec tout ce contexte en tête, le pêcheur, quelques habitants et la poignée de policiers observent le visage sans vie de l'homme, son corps gisant. Un adjoint de police fait légèrement basculer sa tête en arrière. C'est alors que l'on découvre la longue et profonde entaille au niveau de sa gorge, si profonde qu'elle a sectionné l'os. Sa gorge a été tranchée et le meurtrier a été extrêmement précis. L'identité de la victime a été établie, tout comme les modalités du meurtre. Il ne restait qu'une seule question à élucider. Qui l'a assassiné ? Quelques heures plus tard, à l'autre bout de la ville, un homme se réveille seul dans son lit après un long sommeil bien mérité. Son épouse est descendue quelques heures auparavant pour faire quelques tâches ménagères et préparer le petit déjeuner. Il se frotte les yeux et bâille. C'est une journée ensoleillée. Quelle merveille! Et il sent l'odeur du petit déjeuner qui se prépare en bas. Il sourit, se lève, s'habille et descend tranquillement les escaliers. Il entend sa femme fredonner dans la cuisine. En franchissant le pas de la porte, il prononce son nom, puis elle se fige, son corps tremblant légèrement. Serait-ce la peur ? Il ne comprend pas, alors il s'approche. Soudain, elle se retourne et lui crie dessus, comme s'il s'agissait d'un intrus arborant un masque de ski et brandissant un couteau. Il lui dit que ce n'est que lui, que tout va bien. Il la supplie de lui dire ce qu'il se passe, mais elle lui demande ce qu'il fait chez elle et menace d'appeler la police. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il s'avance, mais elle réagit violemment. La jeune femme saisit le manche de sa poêle et le frappe avec, projetant les saucisses et l'huile chaude dans les airs. Il hurle à la fois sous le coup de la douleur, du choc et de la terreur avant de sortir de la pièce en courant. Que se passe-t-il ? Sa femme aurait-elle perdu la tête ? Il a besoin d'aide, et rapidement. Il se précipite hors de chez lui, mais une fois dans la rue, il ne trouve aucun réconfort. Seulement des regards perplexes et méprisants de la part de ses soi-disant voisins. Ils le regardent tous avec le même air que celui de sa femme. Un regard signifiant « Qui êtes-vous » Tandis qu'il continue de courir en appelant à l'aide et en tentant de résister à la douleur provoquée par la brûlure de l'huile sur sa peau, il est de plus en plus dévisagé par tous ceux qu'il rencontre. Il le regarde comme si c'était un fou furieux et non comme quelqu'un qui vient d'être victime d'une violente agression gratuite.
De son côté, sa femme est déjà en train d'appeler la police locale pour lui signaler la présence d'un inconnu qui s'est introduit chez elle et qui a tenté de l'agresser. L'adjoint du shérif, à l'autre bout du fil, n'en croit pas ses oreilles. Un homme est retrouvé mort dans la rivière du coin, et avant même qu'il ait pu annoncer la nouvelle à sa femme, celle-ci appelle pour signaler qu'un inconnu a tenté de l'agresser chez elle. Il est évident que cet inconnu est à l'origine du meurtre de son mari. Étant donné que tout le monde connaît tout le monde dans une ville comme celle-ci, il est évident que le meurtrier de son mari et son agresseur est étranger à la ville. Peut-être un vagabond ou quelqu'un à qui son mari devait de l'argent. Étant donné le genre de personne qu'il est, il n'est pas surprenant qu'il ait gravement compromis sa réputation au point que quelqu'un veuille sa mort et passe à l'acte. Affaire classée. Tout ce qui reste à faire désormais est d'attraper ce fou violent et de l'amener devant la justice avant qu'il ne puisse nuire à quelqu'un d'autre. Mais comment le juger au juste ? On décidera de son sort plus tard. Pendant que l'homme poursuit sa course effrénée à travers la ville, cherchant en vain quelqu'un, n'importe qui, susceptible de lui venir en aide, des rumeurs commencent à se répandre dans la ville. En effet, dans un endroit où tout le monde se connaît, les gens ont tendance à parler. En peu de temps, la moitié de la ville est informée de la découverte d'un homme mort dans la rivière, dont la gorge a été tranchée. Le même détraqué qui l'a tué a essayé de s'en prendre à son épouse, laquelle est parvenue de justesse à le repousser. D'une part, le meurtrier est étranger à la ville, et d'autre part, le voilà maintenant qui court dans les rues, en divaguant comme un psychopathe. En peu de temps, un consensus est formé. Il est clair que, si on ne fait rien, cet étranger continuera à faire du mal à d'autres personnes. Qui sera le suivant ? Il pourrait s'agir de n'importe qui. Les habitants de la ville ont peur, sont bouleversés, ne se sentent pas en sécurité. Mais surtout, ils sont paranoïaques. L'ombre du détraqué semble rôder à chaque coin de rue. S'ils veulent rester en sécurité et venger la mort du pauvre homme retrouvé dans la rivière, ils vont devoir se faire justice eux-mêmes. Sinon, cet individu risque de mettre à mal la tranquillité de leur ville. Il n'y a pas d'autre solution. Ils s'arment de fusils de chasse, d'armes de poing et de carabines. Ceux qui ne sont pas armés prennent des battes, des marteaux et des couteaux. Certains prennent des pelles et des fourches dans leur cabane à outils. Ce fou furieux est peut-être dangereux, mais ils ont la force du nombre avec eux. Ensemble, ils vont le trouver et lui infliger ce qu'il mérite. L'homme continue de courir dans les rues, en proie à la douleur, en se demandant où tout le monde est passé. Tout s'écroule autour de lui et il ne sait même pas pourquoi. Tout cela n'est-il qu'un cauchemar ? Est-il en train de perdre la raison ? Peu après, il entend des bruits de pas. Les gens s'approchent de lui en criant, en scandant. Il voit une foule au détour d'une rue voisine et la fixe. Des armes à feu, des couteaux, des fourches et des torches, de grands yeux globuleux et des dents saillantes. Quelqu'un le pointe du doigt et aboie. « Il est là ! Attrapez-le !» C'est alors qu'il se rend compte que, pour une raison quelconque, ses énergumènes lui en veulent aussi. Il fait demi-tour et se met à courir. Ce n'est pas lui qui est devenu fou, ce sont les autres. Il perçoit le bruit de leurs pas qui le poursuivent. Il se baisse et hurle lorsque des coups de feu retentissent et que les balles fusent juste à côté de lui. Certains jettent même des pierres. Tant de monde. Ce n'est pas de la peur, c'est de la rage à l'état pur. Ils veulent le tuer dans la rue en plein jour. Il entend certains d'entre eux crier « Meurtrier ! Assassin ! On t'aura !» Terrifié, il se demande « C'est de ça dont il est question ?» Sa première femme, il a été innocenté. C'était il y a tellement d'années. Pourquoi s'en prennent-ils tous à lui ? Pourquoi maintenant ? Il est soulagé lorsqu'il voit une voiture de police se diriger vers lui depuis l'autre bout de la rue. Ils vont le protéger de ces brutes assoiffées de sang. La voiture s'arrête et 2 policiers qui lui sont familiers en sortent. Ils paraissent étrangement calmes compte tenu de la situation. L'homme s'approche en essayant de les implorer avec sa voix cassée à cause de la douleur, de l'épuisement et de la panique. La foule est proche, il a besoin d'aide. Il a terriblement besoin d'aide. Mais alors qu'il essaie de parler, il comprend que ces officiers de police ne sont pas les bonnes personnes à qui s'adresser pour obtenir de l'aide. Celui situé le plus près de lui sort sa matraque et le frappe au visage. Il ressent une vive douleur au niveau des pommettes. Avant même qu'il ne puisse comprendre ce qui se passe, l'autre officier lui frappe l'arrière de la jambe avec sa matraque, ce qui le fait s'écrouler au sol. Les 2 hommes commencent à le battre, sans relâche, tandis qu'il les supplie d'arrêter à travers ses dents cassées. Rapidement, le reste de la foule le rattrape et l'entoure. Sa vision s'obscurcit lorsqu'un dernier coup lui est porté au visage. Lorsqu'il rouvre les yeux, il fait nuit, et il sent que quelque chose lui serre les poignets et le cou. De grosses cordes lui lacèrent la peau. Ses mains sont liées et il y a un nœud coulant autour de son cou, l'autre extrémité étant attachée à la branche d'un arbre au-dessus de lui. Ses pieds sont en équilibre précaire sur un tabouret. Il n'y a pas de mousse sur la corde. Il est entouré par les habitants de la ville. Ils sont tous armés et tous le dévisagent avec colère. La seule source de lumière provient de leurs torches. Le shérif se dresse à l'avant de la foule, avec sa femme en pleurs à ses côtés.
Avec un air impassible, il déclare qu'il a été reconnu coupable du meurtre et qu'il est condamné à la peine de mort par pendaison. Au moment où le shérif brandit une photo du cadavre sorti de la rivière, ses yeux s'écarquillent sous le coup de la panique. Quoi ? Non ! Il doit y avoir une terrible erreur. Je n'ai pas tué cet homme. Je suis cet homme. C'est moi. Je vous jure. Pitié ! Mais sa propre femme s'avance et renverse le tabouret. Si cette histoire, marquée par la peur, la paranoïa, l'esprit de groupe et une violence sans nom peut sembler aussi banale et humaine comme le fait de respirer, l'étincelle qui a mis le feu aux poudres est proprement inhumaine. Voici le SCP-3852, également connu sous le nom de Justice de Petite Ville. Pour commencer, voici le SCP-3852-1. Peu importe ce que vous croyez, je vous assure que vous ne le reconnaîtrez pas. C'est un cadavre humain de sexe masculin qui n'a pas été identifié et qui constitue également un élément fondamental du SCP-3852. Il y a de nombreux spécimens de SCP-3852-1 et ils sont tous physiquement et biologiquement identiques. Et si vous rencontrez l'un d'entre eux, à moins que la Fondation SCP n'intervienne à temps, quelque chose de terrible se produira. Pour faire simple, l'un de ces cadavres non identifiés se manifestera dans les environs d'une petite ville ou d'un village d'environ 2000 habitants, de la côte Est ou du Midwest des États-Unis. Dès que quelqu'un aperçoit le cadavre SCP-3852-1, alors le phénomène SCP-3852 se déclenche. Bien que ne présentant aucune blessure, les victimes de ces effets anormaux croiront qu'il s'agit d'une personne de leur ville qui a été récemment assassinée, malgré le fait que cette victime soit bien vivante. Alors que dans un premier temps, on a cru que le choix de la victime, dénommée SCP-3852-2, était entièrement aléatoire, au fur et à mesure que les incidents SCP-3852 se sont succédés depuis que le premier a été enregistré en 1978, une tendance a commencé à se dégager. On a découvert que les victimes étaient toutes des personnes soupçonnées d'avoir commis des crimes graves ou qu'elles étaient récidivistes, mais qui ont été acquittées et donc innocentées. Mais lorsque le phénomène se produit, un terrible bouleversement se produit également. Tandis que le cadavre prendra l'identité de la victime pour bon nombre des habitants de la ville, la victime réelle deviendra, quant à elle, un étranger. Quelqu'un que l'on regarde d'abord avec suspicion, puis avec paranoïa, et enfin avec rage et une soif de sang incontrôlable. Cependant, la colère de la foule dirigée contre une personne est une chose. Une foule entraînée dans ce qui ressemble à une véritable guerre civile en est une autre. La populace prend les armes et se lance à la recherche de l'accusé. Au cours de ce processus, si quelqu'un tente de les arrêter, par exemple si des personnes tentent de prendre la défense de l'accusé en invitant la foule à faire preuve de retenue et à aborder la situation de manière rationnelle, comme cela se produit fréquemment lors d'événements SCP-3852, elles seront elles aussi perçues différemment. On estime qu'entre 11 et 27% de la population touchée ne se laisseront pas convaincre de rejoindre le groupe d'autodéfense. Et lorsque ces personnes réfuteront les accusations, elles seront accusées de vouloir entraver le cours de la justice. Mais quand la violence finira par éclater, comme c'est toujours le cas, ces personnes ne seront pas épargnées. Lorsque la victime à l'origine de tout cela est enfin retrouvée, celle-ci est sauvagement exécutée. Les habitants de la ville reprennent alors le cours normal de leurs activités et la vie reprend son cours, comme si de rien n'était. Par la suite, les gens feront des récits contradictoires sur ce qui s'est passé, et aucun d'entre eux ne connaîtra de traumatisme pour avoir pris part à ces actes de violence ou pour en avoir été témoin. Depuis que le phénomène a été observé pour la première fois en 1978, la Fondation SCP a enregistré 16 incidents SCP-3852 différents, dont certains ont été joints au dossier officiel à titre explicatif. Un de ces événements, baptisé EV3852-07F3T, est le tout premier auquel la Fondation a été confrontée. Au cours de cet épisode 3852, qui s'est produit dans une petite ville de l'Indiana, 368 personnes ont subi les effets de l'anomalie lorsque le cadavre SCP-3852-1 a été découvert sur la place de la ville, juste après le lever du soleil, et a été identifié comme étant celui d'un chômeur du coin, âgé de 28 ans, du nom de Glenn. Il ne fallut pas longtemps pour que les habitants se retournent contre Glenn, toujours vivant, et que le pauvre jeune homme tente d'échapper aux centaines de personnes assoiffées de sang. Il a finalement été retrouvé par les habitants alors qu'il tentait de traverser une rivière et de s'échapper de la ville. Il a été repêché dans la rivière et sauvagement battu. Il a ensuite été traîné jusqu'à la place de la ville et pendu pour avoir commis le crime de vouloir attenter à sa propre vie. La Fondation SCP a réussi à récupérer le corps anormal SCP-3852-1 avant d'interroger les habitants restants et de leur administrer des amnésiques. Un événement encore plus terrible s'est produit 18 ans plus tard dans l'Ohio, répertorié sous le nom de EV-3852-15C1K.
Cette fois, 572 personnes ont été impactées par le SCP-3852 lorsque le corps d'un homme de la région, Hector, a été découvert dans la cour d'une école des environs. Hector travaillait dans une usine jusqu'à ce qu'il soit impliqué dans un accident de conduite en état d'ivresse qui a entraîné la mort d'un autre conducteur et rendu Hector paraplégique. Lorsque le corps a été découvert, les soupçons se sont immédiatement portés sur le véritable Hector. Les quelques 23% de la communauté qui se sont opposés à ces accusations sont également devenus la cible de cette foule violente qui, poussée par un étrange sens de la justice, voulait ôter la vie à Hector. En interrogeant plus tard l'un des chefs de file de la foule, un homme de 52 ans nommé Matthew Escott, la fondation a découvert que ni lui, ni aucun autre membre de la foule n'avait remarqué cette étrange coïncidence. Le meurtrier d'Hector était également un homme paraplégique, de même taille et de même corpulence qu'Hector. Comme on s'y attendait, personne n'a manifesté la moindre culpabilité, ni même réalisé ce qui avait été commis, au nom de la justice. Hector et ceux qui ont tenté de le défendre ont été poursuivis jusqu'à une grange abandonnée, à la périphérie de la ville. La foule a traîné Hector et ses défenseurs dehors, et les a cruellement assassinés. La force mobile Upsilon 6, un groupe spécialisé dans les anomalies touchant les petites villes, a été chargé de récupérer le corps du SCP-3852-1 et de procéder au nettoyage des lieux. Par ailleurs, une vidéo du carnage a été diffusée sur YouTube, quelques années plus tard, ce qui fut un véritable désastre pour la Fondation. L'enquête sur le caméraman qui a filmé et vraisemblablement mis en ligne la vidéo est en cours, et toute information relative à son identité doit être signalée à l'agent de la Fondation le plus proche, de manière à ce qu'il puisse être correctement interrogé. Le SCP-3852 est une anomalie incroyablement sournoise, car même dans le scénario le plus favorable qui soit, au moins une personne est condamnée à mourir. Pour que la ville soit pacifiée et libérée des effets anormaux du SCP-3852, la victime, nommée SCP-3852-2, doit être éliminée. Il n'y a hélas pas d'autre solution. Lorsque la force mobile est envoyée dans une ville sous l'emprise du SCP-3852, elle a pour consigne d'exécuter l'individu SCP-3852-2 aussi rapidement que possible et d'administrer des amnésiques afin d'éviter toute effusion de sang supplémentaire ou inutile avant de récupérer le corps du SCP-3852-1 afin de le confiner comme les autres sur un site sécurisé de la Fondation. Bien entendu, la Fondation SCP reste à l'affût de toute activité étrange et malveillante dans les petites villes, par crainte qu'il ne s'agisse d'un autre incident SCP-3852. Il n'y a aucun moyen de prédire où l'anomalie frappera la prochaine fois, étant donné que tout endroit ayant une population d'environ 2000 habitants sur la côte Est ou dans le Midwest est susceptible de subir son influence. C'est pourquoi on lui a attribué la classe Keter pour tenir compte de la difficulté de la confiner efficacement. Le fait que le SCP-3852 semble s'attaquer à des personnes ayant déjà été accusées de crimes ne facilite pas non plus la tâche. En effet, toute petite ville, aussi idyllique soit-elle, recèle de lourds secrets, et le SCP-3852 ne fait que révéler ses secrets au grand jour. À présent, allez consulter une autre rubrique des dossiers du Dr Bob, comme le SCP-056, une belle personne, pour découvrir une autre entité anormale qui vous poussera à faire des choses horribles. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer une seule anomalie, car nous poussons toujours plus loin nos investigations dans les archives classifiées de la Fondation SCP.